Oral questions, questions orales. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, la vérificatrice générale hier a été cinglante. Elle a dit « Je suis découragée concernant le travail qui a été fait par le gouvernement par rapport à la frontière. » Ça, c'était il y a un an. Aujourd'hui, Madame la Présidente, au moment où on se parle, la préoccupation des Canadiens, c'est l'approvisionnement pour les vaccins. On sait que l'Inde a fermé le robinet. On sait que l'Union européenne a resserré les mesures. Et le Canada attend des vaccins. Quel est le plan du gouvernement et surtout, quels sont les retards auxquels le Canada est confronté? The Honourable Minister. L'honorable ministre. Bien sûr, nous nous réjouissons du fait que nous avons atteint le cible de 6 millions de vaccins déjà arrivés au Canada dans le premier trimestre et nous attendons 3 millions de vaccins la semaine prochaine. Oui, on a accusé un petit retard d'un fournisseur dû à des enjeux propres à la compagnie et au contrôle de la qualité, mais Madame la Présidente, nous sommes déterminés de continuer notre momentum en matière d'importation et d'approvisionnement en vaccins pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Le député de Louis-Saint-Laurent. Madame la Présidente, pour être conscient et surtout pour être cru, il faut être cohérent. Parce que ce qui s'est passé, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement dit une chose et le contraire en très peu de temps. Mercredi, au Comité des opérations gouvernementales, la ministre des Approvisionnements a dit, et je cite, « Nous n'anticipons aucune interruption dans les livraisons provenant de l'Europe. » Mais hier, la même ministre a publié un communiqué où elle dit « Les vaccins de Moderna ne seront pas envoyés comme prévu en fin de semaine, mais la semaine prochaine. » Qui croire, Madame la Présidente? La ministre de mercredi ou la ministre de jeudi? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, évidemment, la ministre hier a émis un communiqué pour affirmer effectivement qu'elle venait de recevoir l'information que la compagnie en question a eu des enjeux de contrôle de qualité, donc quelques jours. Un léger retard dans l'arrivée de à peu près 600 000 vaccins au Canada, ce qui fait que nous aurons la semaine prochaine 3 millions de vaccins à distribuer aux provinces et aux territoires, et ce, pour garder le momentum que nous avons clairement établi en matière de livrer les vaccins pour les Canadiennes et les Canadiens. Honorable député de Louis-Saint-Laurent. On a quand même une réponse, c'est donc la ministre de jeudi qui a raison, pas la ministre de mercredi. Mais Madame la Présidente, il faut quand même être conscient d'une réalité. Quand on a des problèmes d'approvisionnement en vaccination, ça veut dire qu'il y a moins de Canadiens qui seront vaccinés et ça veut dire aussi que ça retarde d'autant la reprise économique. C'est pourquoi que c'est important. Et Madame la Présidente, le gouvernement n'a pas négocié des assurances avec les fournisseurs et c'est pour ça que le Canada se retrouve en queue de peloton. Est-ce que le gouvernement est conscient que ces ratés ont fait en sorte que l'on retarde le déconfinement? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je peux affirmer, je peux rassurer mon honorable collègue que le gouvernement est saisi de l'arrivée de vaccins et l'approvisionnement en vaccins. C'est pour cela que nous avons pu devancer l'arrivée d'à peu près 2 millions de vaccins AstraZeneca et dont c'est-à-dire 1,5 million de doses qui nous arriveront des États-Unis la semaine prochaine, dû à notre entente avec le gouvernement des États-Unis. Donc, nous avons prouvé, Madame la Présidente, que nous pouvions nous fournir des vaccins et faire arriver les vaccins avant le temps. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. The honourable member for Wellington Halton Hills. L'honorable député de Wellington Halton Hills. Speaker, a very simple question for the government. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question des plus simples pour le gouvernement. Alors que le procès de M. Spavor se déroulait dans le nord de la Chine vendredi dernier, puis en même temps que le procès de M. Kovrig aussi, le gouvernement a transféré 40 millions de dollars à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures dirigée par la Chine, qui utilise cette banque pour étendre son influence dans tout le Pacifique du Sud-Ouest. Pourquoi le gouvernement n'utilise pas tous les outils pour faire pression sur Pékin? Mr. Speaker, L'honorable ministre, Madame la Présidente, notre priorité à l'heure actuelle, veiller à faire libérer ces deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, détenus l'un et l'autre de façon arbitraire sur des accusations montées de toutes pièces. Nous allons continuer à souligner que la Chine et sa diplomatie sont inacceptables avec le recours à la détention arbitraire. Wellington Halton Hills.
Madam Speaker, the government Le député. Le gouvernement aime à travailler multilatéralement, mais ne le fait pas systématiquement. Quand le vice-président Biden a demandé à ce que le gouvernement canadien ne se joigne pas à la Banque canadienne asiatique d'investissement dans les infrastructures, le gouvernement canadien ne l'a pas fait. Le gouvernement, maintenant, les deux Michael en payent le prix. Quand le gouvernement admettra-t-il qu'il a fait une erreur? Quand se retirera-t-il de la Banque asiatique d'investissement? Madam Speaker, L'honorable ministre, nous travaillons effectivement avec nos alliés quand nous voulons lutter contre les graves problèmes dont la Chine est à l'origine, la détention arbitraire et les violations flagrantes des droits de la personne dans la région de Xinjiang, à l'encontre notamment des Ouïghours et d'autres minorités ethniques. Les approches multilatérales permettent de souligner ces questions, de les porter à l'attention de la Chine, et nous allons continuer à avoir recours à ces canaux. Honorable député de Joliette. Merci, Madame la Présidente. Hier, l'Association médicale canadienne a révélé que les coûts des soins de santé pour les aînés vont atteindre 490 milliards pour les 10 prochaines années. Imaginez, Madame la Présidente, 490 milliards, puis ça, c'est juste pour soigner les aînés. Ça compte pas les soins aux enfants, aux personnes atteintes de maladies graves, la santé mentale, puis on pourrait continuer jusqu'à demain. C'est exactement pour ça qu'en déposant son budget hier, le Québec a répété qu'il faut augmenter les transferts en santé jusqu'à ce qu'Ottawa couvre 35 des dépenses. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de se fermer les yeux sur l'explosion des besoins en santé? L'honorable ministre. Madame la Présidente, ça fait plaisir de répondre à cette question. Vous savez que le premier ministre a pris le temps de rencontrer tous ces premiers ministres de chacune des provinces et territoires et ont parlé de santé et le travail est en cours. Mais de notre part, nous avons investi $1,5 milliard pour aider les aînés puis d'autres personnes à obtenir les fournitures de services essentiels comme la livraison d'aliments. Comme on l'a fait, on a mis 20 millions de dollars supplémentaires pour les programmes Nouveau Horizon, 350 millions pour les organismes, 9 millions pour santé. Je pourrais continuer, Madame la Présidente, mais on était là pour les aînés et nous serons toujours là pour les aînés. L'honorable député de Joliette. Madame la Présidente, j'en reviens pas, 490 milliards, puis là, il parle de 20 millions, puis de 500 millions, puis on n'est pas... je suis pas du tout rassuré, Ottawa coupe en santé, ça, tout le monde le dit. L'Association médicale canadienne, le Conference Board, le Conseil de la Fédération, l'Assemblée nationale, les syndicats, même la Chambre des communes. Puis le Québec l'a encore prouvé dans son budget hier en investissant 10 milliards de plus pendant que la part du fédéral continue de baisser. Sa part, c'était 50 %, puis là, ça va être en bas de 18 % d'ici 20 ans. Alors, que les libéraux arrêtent de nous répéter qu'ils sont là pour le Québec puis les provinces. Même le Québec puis les provinces disent le contraire. Quand est-ce qu'ils vont faire leur part? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci à mon collègue d'apporter ce point. L'honorable ministre. Des problèmes techniques à quelque part, non? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue pour sa question. Comme j'ai mentionné auparavant, le premier ministre est en pleine communication avec les ministres de chacune des provinces et territoires. C'est un sujet qui a été abordé. Le premier ministre a pris l'engagement de travailler sur ce dossier. Nous allons continuer le travail pour nos aînés, nos Canadiens, nos Canadiennes. Nous prenons également des mesures pour verser sans délai les prestations du régime de pension du Canada et de la sécurité de vieillesse sur lesquelles les aînés comptent. Et pour traiter le plus rapidement possible les nouvelles demandes, on n'a pas parlé de plusieurs millions de dollars, on a parlé de plusieurs millions de dollars, Madame la Présidente. Le député de Rosemont-la-Petite-Patrie. La vérificatrice générale du Canada est catégorique. L'Agence de la santé publique a gravement failli à son mandat dans cette pandémie. En raison du sous-financement sous les libéraux et conservateurs, l'agence a sous-estimé l'incidence de la COVID-19 et n'était pas prête à protéger la population. L'agence n'a même pas informé les gens correctement dans les 2 langues officielles, bafouant ici les droits linguistiques des francophones et leur sécurité. Est-ce que les libéraux vont corriger le tir et s'assurer de donner à l'agence et aux services publics les moyens de nous protéger pour une autre pandémie? L'honorable ministre. Well, thank you very much, Madam Speaker. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous devons une fière chandelle
aux fonctionnaires qui ont tant travaillé pour protéger les Canadiens et les Canadiennes. L'Agence de la santé publique compte plus de 1000 employés maintenant, y compris 150 nouveaux scientifiques. 650 000 $ ont été investis dans l'Agence de la santé publique ces 2 dernières années. Et j'ai hâte d'avoir le soutien du député d'en face pour adopter ces 14. La députée de Vancouver-Est. Le rapport de la vérificatrice générale montre clairement que la réaction du gouvernement fédéral dans la pandémie était un échec. Les problèmes ont été signalés à plusieurs reprises depuis plusieurs années et l'Agence de la santé publique n'y a pas remédié. Il est inconcevable que nous ayons été si peu préparés alors qu'il était manifeste que ça allait être une pandémie retentissante. Comment les libéraux vont-ils redresser la barre et remédier aux nombreux problèmes soulignés par le rapport pour que le Canada ne se retrouve plus jamais non préparé? Thank you very much, Madam. L'honorable ministre, merci Madame la Présidente. Je suis d'accord avec la députée d'en face. Jamais nous ne devrions nous retrouver pris au dépourvu. C'est pourquoi nous avons engagé 690 millions de dollars dans l'énoncé économique d'automne. J'espère qu'elle appuiera ces 14 pour que ces fonds puissent aller à l'Agence de santé publique du Canada. Je l'ai dit, nous avons embauché plus de 1000 employés depuis le début de la pandémie et nous allons continuer à déployer des efforts considérables pour que l'agence soit exceptionnelle. Madam Speaker, Le député de Bruce Grey, Owen Sound, le ministre de la Défense nationale, dit qu'il ne peut pas se mêler d'enquête, mais il a demandé au chef de l'état-major de réouvrir une enquête fermée. Le ministre a pourtant dit qu'il se remettait complètement aux autorités pertinentes pour les enquêtes. Il faudrait savoir, c'est quoi? Thank you, Madam Speaker. L'honorable ministre, merci Madame la Présidente. Le ministre a demandé à la lieutenant-générale Air de se pencher sur les enquêtes qui ont été menées. Il n'a pas demandé d'enquête. Qu'un politicien élu se mêle d'une enquête aurait été inapproprié, puisque cela risque de faire pencher la balance dans un sens. Madam Speaker, Le député de Bruce Grey, Owen Sound, le ministre a dit qu'il avait remis l'affaire au bureau du conseil privé et le ministre dit que le ombudsman aurait dû faire enquête, mais on nous a dit hier en comité que Gary Walbourne avait fait exactement ce qu'il aurait dû faire. Pourquoi le ministre n'a-t-il rien fait pour enquêter et quelles mesures va-t-il prendre pour que ceci ne se reproduise plus? Madam Speaker, La secrétaire parlementaire. Comme nous l'avons dit, le ministre a respecté le processus approprié. Quand l'ombudsman a soulevé le problème auprès du ministre, il l'a signalé aux autorités voulues qui a demandé à l'ombudsman des renseignements, mais ces renseignements n'ont pas été fournis. En fait, si vous lisiez tout le courriel, vous sauriez que ce n'est pas nécessairement inhabituel, notamment si les cadres du bureau du conseil privé n'ont pas été en mesure de poursuivre l'enquête. La députée de Lakeland, la vérificatrice générale affirme que les libéraux ont échoué et ont mis en danger le bien-être, la sécurité et l'économie des Canadiens. Ils ont retardé la fermeture des frontières au lieu de les fermer rapidement. Ils n'étaient pas prêts. La frontière est dans le chaos, les agents ne peuvent pas suivre les changements. Et le ministre de la Sécurité publique n'a toujours pas livré l'information qu'il avait promise. Cette semaine, les libéraux ont voté contre notre demande d'un plan fondé sur des données pour que la vie revienne à la normale. Comment le Canada peut-il rouvrir en toute sécurité vu cette incertitude permanente? Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Je tiens d'abord à remercier la vérificatrice générale pour son rapport. La SFC accepte
les recommandations du vérificateur général et va prendre des mesures concertées pour y donner suite. La SFC va continuer d'inclure et d'examiner les constatations, les recommandations du rapport de la vérificatrice générale pour guider ses activités futures. Et je peux assurer la députée de l'opposition que plusieurs moyens ont été mis en place pour s'assurer que les agents des services frontaliers ont toute l'information requise pour bien effectuer leur travail dans un contexte qui est inusité. Merci, Mme la Présidente. The honourable member for Lakeland. L'honorable député de Lakeland. La frontière canado-américaine permet le passage de 2 milliards de dollars de marchandises par jour. Elle est essentielle pour l'économie du Canada. Pour ces travailleurs essentiels, traverser la frontière est un pari. On leur dit qu'ils sont exemptés par la santé publique, mais les agents frontaliers annulent cette décision. Ils sont susceptibles d'avoir une amende de 3 000 $, sauf que les joueurs de la NHL sont un cas à part. Un Ontarien qui fait l'aller-retour entre les usines automobiles depuis 20 ans dit que cela dépend du douanier à qui on s'adresse. J'ai écrit pour obtenir des réponses. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont des plans de relance. Où est celui du Canada? Minister. Merci, Madame la Présidente, et merci à la députée pour son importante question. Je tiens à rappeler qu'en réponse justement à la pandémie et à la fermeture de la frontière canado-américaine, entre autres pour les voyages discrétionnaires, la SFC a élargi son soutien aux agents des services frontaliers de première ligne en dépassant les lignes directrices des bulletins opérationnels déjà existants. L'accès à un service 24/7 de soutien direct aux agents a été mis en place. Et pour s'assurer que les agents comprennent les mesures à la frontière, la SFC a aussi tenu des séances d'information pour bien expliquer les décrets pour que toute l'information pertinente soit disponible aux agents. Merci, Mme la Présidente. The honourable member for Regina Capel. L'honorable député de Regina Capel. Speaker, in a scathing report. Madame la Présidente, dans son rapport de hier, la vérificatrice générale confirmait ce que dit le directeur parlementaire du budget depuis longtemps. Le gouvernement libéral ne sait vraiment pas ce qu'il fait en matière d'infrastructure. 20% de leur financement a été annulé. Il n'y a pas de mesure de responsabilisation. Les libéraux ne savent même pas si leur plan fonctionne. C'est une mauvaise nouvelle pour les Canadiens qui attendent avec impatience des nouveaux projets d'infrastructure et pour les travailleurs qui ont manqué 3 saisons de construction avec des milliards perdus parce que non utilisés. Pourquoi les Canadiens devraient-ils faire confiance aux libéraux pour leur avenir? Ils sont incapables de construire quoi que ce soit maintenant. L'honorable ministre, avec le plan Investir au Canada, nous avons affecté des millions de dollars à l'infrastructure au Canada. Après 5 ans, nous avons déjà investi 81 milliards de dollars. 90% des projets sont en cours de réalisation ou achevés. Cela se traduit par des emplois, croissance de l'économie, un soutien à une collectivité. Nous espérons que le parti d'en face l'apprécie. L'honorable député de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Oh, excuse. Madame la Présidente, aujourd'hui, le Québec... Oh, the honourable member for Capel, sorry. Thank you, Madam Speaker. Le député de Regina Capel. En fait, la vérificatrice générale a constaté que la moitié des programmes du gouvernement libéral étaient hérités du plan conservateur. Ils mettent leur travail, leur nom sur nos devoirs et ils ne sont pas capables de savoir ce qu'ils ont dépensé. 20% des fonds du gouvernement n'a pas été dépensé. L'argent, les travailleurs de la construction qui espéraient retrouver de l'emploi se demandent où 9 milliards sont passés au lieu que les travaux soient lancés. I'm pleased to tell the member... La ministre, je suis heureuse de dire aux députés que nous avons pu lancer des milliers de projets durant l'année écoulée. C'est bon pour les travailleurs, pour les collectivités, c'est bon pour la lutte contre le changement climatique. Les maires et les communautés améliorent les choses avec des branchements électriques, des projets à Brampton, à Vancouver, sur l'île de Vancouver. Le Parti conservateur avait dit qu'il plafonnerait les dépenses en matière d'infrastructure. Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, aujourd'hui, le Québec déconfine ses arts vivants, son vaccin contre la morosité.
Les salles de spectacle peuvent ouvrir même en jaune rouge. Le Bloc québécois fait donc 6 propositions d'urgence pour assurer de la prévisibilité et de la sécurité au milieu culturel. Il faut qu'Ottawa crée un fonds de relance pour garantir la viabilité de la réouverture des lieux de diffusion et des événements culturels. Ça prend un soutien direct à la création pour avoir quelque chose à présenter sur les planches. Il faut qu'Ottawa aide Québec à compenser les diverses pertes budgétaires d'industrie créative liées à la distanciation, dont la billetterie. Nous tendons la main au ministre. Que va-t-il faire? L'honorable ministre. Bonjour, Madame la Présidente, et merci pour la question. Nous avons investi et on donne les appuis aux arts vivants. C'est tellement important et on le reconnaît. Et d'ailleurs, on a mis les fonds récemment, plus de 181 millions de nouveaux, pour donner ces appuis. On continue, on sait que c'est important et nous sommes là pour les arts vivants. L'honorable député de Charlevoix, de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, Charlevoix. Merci, Madame la Présidente. Ce n'est pas suffisant. On sait que la PCRE ne fonctionne pas pour plus de 40 des artistes. Ottawa doit appuyer la relance des arts, alors que 40 des artistes et artisans songent à changer de métier ou souffrent de dépression majeure. Il faut soutenir les pertes de revenus autonomes des festivals et des événements. Il faut que les programmes d'aide fédéraux soient plus flexibles. Il faut encourager la participation des spectateurs avec un crédit d'impôt et plus de sécurité sanitaire. Il faut encourager la participation. Il faut aujourd'hui même que les salles de spectacle rouvrent avec courage devant l'insécurité. Le Bloc tend la main jusqu'à ce que le ministre... Qu'est-ce que le ministre, va... Honorable secrétaire parlementaire. Merci. Cette année, un trop grand nombre de travailleurs de la culture canadienne se trouvent vus privés de leur emploi, de leur passion et de la stabilité dont ils ont besoin pour créer et interagir avec leur public. Nous leur disons que leur gouvernement comprend l'ampleur de leurs difficultés et sait qu'un soutien continuel est nécessaire. Nous avons un financement de 181,5 millions. Nous agissons dans l'intérêt des artistes et des travailleurs de la culture canadienne et nous continuerons à travailler avec eux pour remédier aux pertes d'emplois dans le secteur et stimuler la créativité. Honorable member for Niagara Falls. L'honorable député de Niagara Falls. Madam Speaker, Madame la Présidente, plus tôt cette semaine, la coalition des Hardest Hit Businesses a annoncé que 60 des entreprises canadiennes les plus durement touchées ne survivront pas jusqu'à la fin de l'année, faute d'aide. La coalition demande au gouvernement fédéral de leur offrir une certitude en prolongeant la subvention salariale d'urgence canadienne, la subvention d'urgence canadienne pour le loyer jusqu'à la fin de l'année 2021. Le gouvernement va-t-il s'engager à ces mesures ou ces entreprises vont-elles continuer de devoir attendre la clarité et la certitude dont elles ont besoin? thank you, Madam Speaker, and I'd like to... L'honorable ministre, merci Madame la Présidente et merci aux députés d'en face de cette question importante. Dès le début de la pandémie, nous avons bien compris que la COVID coûtait beaucoup d'argent au secteur privé, notamment dans certains secteurs. C'est pourquoi nous avons créé des programmes de soutien pour qu'ils puissent garder leurs portes ouvertes et pour permettre aux travailleurs de joindre les deux bouts. Nous avons annoncé une amélioration, un prolongement de la subvention salariale jusqu'à la fin juin et nous allons continuer à répondre présent. Madame la Présidente, c'est beau parler de relance économique, mais pour la réaliser, on devra trouver une solution à la rareté de main-d'œuvre dans certaines régions du pays. Comment nos entrepreneurs peuvent-ils produire, construire, innover s'ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire pour remplir leurs commandes? Quand le gouvernement répondra aux nombreux employeurs beaucerons qui sont en attente depuis des mois pour laisser entrer les travailleurs étrangers qu'ils ont eux-mêmes recrutés? Que fait-il pour favoriser le déplacement interrégional des travailleurs au Canada pour répondre aux besoins des régions comme chez nous en Beauce? L'honorable secrétaire parlementaire. Non, l'honorable Thank you, ministre. Madam Speaker, and I appreciate... Merci Madame la Présidente. J'apprécie la question. Notre gouvernement joue le rôle essentiel des travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agricole canadien. On s'est efforcé de rationaliser le processus d'entrée au pays. Nous avons aussi amélioré le processus qui permet aux travailleurs déjà au Canada de faire une demande de travail. Nous continuons à appuyer les travailleurs
les employeurs et les provinces et les territoires. Regina-Wascana. Madam Speaker, Le député de Regina-Wascana, SaskTel est la plus grande compagnie de téléphone et le plus grand fournisseur de services Internet de la province de la Saskatchewan. La semaine dernière, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé que cette société d'État ne ferait pas appel à Huawei pour développer le réseau 5G de la province. SaskTel a décidé de faire appel à la place à Samsung, une entreprise sud-coréenne. Madame la Présidente, si le gouvernement provincial de la Saskatchewan peut dire non à Huawei, pourquoi le gouvernement fédéral en est-il incapable? The Honourable Minister. Madam Speaker. Honorable ministre, nous allons continuer à veiller à ce que le réseau canadien soit sûr. Nous le disons depuis des mois. Nous ne couperons pas les coins ronds en matière de sécurité nationale. La technologie du 5G est importante, mais il faut assurer la sécurité. L'interprète signale que le son est très mauvais, qu'elle devine plus qu'elle n'interprète. Honourable Member for Calgary-Shepherd. I wrote to the Heritage Minister 4 months ago. J'ai le député de Calgary-Shepherd. Il y a plus de 4 mois, j'ai écrit au ministre du Patrimoine canadien au sujet des plaintes fondées de harcèlement, d'abus verbal et d'intolérance déposées contre le personnel d'entraînement de l'équipe canadienne de natation artistique par des membres de l'équipe, dont une de mes électrices, Cassie. 4 mois, aucune réponse. Aucun changement n'a été apporté au personnel d'entraînement. Aucune excuse n'a été présentée aux athlètes. Cassie mérite une réponse. L'Association nationale de natation artistique est financée par Sport Canada. Qu'est-ce que le ministre va faire pour remédier à cette situation épouvantable? Thank you, Madam Speaker, and I appreciate. Merci, Madame la Présidente, et j'apprécie la question de mon honorable collègue. J'ai été en contact avec ces athlètes et les responsables de l'association, et à ce que je comprends, l'association prend des mesures pour répondre aux plaintes. Nous essayons d'assurer la sécurité et envisageons des mécanismes qui seront mis en œuvre dans les semaines et mois à venir. Nous avons pu travailler à ces allégations. Nous voyons ce que nous pouvons faire. Member for Edmonton-Strathcona. L'honorable député d'Edmonton-Strathcona. Sous le gouvernement libéral, le Canada n'est pas de retour. Le Canada est tombé au 75e échelon sur la liste des pays contribuant aux efforts de maintien de la paix. L'aide publique au développement du Canada est inférieure à ce qu'elle était sous les conservateurs de Stephen Harper. Et ce qui est peut-être le plus choquant, c'est qu'aujourd'hui, à l'occasion du 6e anniversaire du conflit au Yémen, une crise humanitaire qui a été décrite comme la pire au monde, le Canada continue de vendre des armes au régime saoudien. Pourquoi ce gouvernement continue-t-il d'alimenter l'une des pires crises humanitaires de la planète? The Honourable Minister. L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon honorable collègue pour sa question. J'ai eu l'honneur de participer à la conférence sur le Yémen il y a quelques semaines et le Canada a augmenté son aide humanitaire par rapport à l'aide au développement. Nous avons accru d'1,7 milliard de dollars notre aide l'année dernière seulement et nous en faisons davantage pour la lutte à la COVID-19. Nous répondons aux besoins humanitaires partout dans le monde, y compris au Yémen, et nous allons continuer de le faire. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de London Fanshawe. Madame la Présidente, récemment, la couverture médiatique a révélé que plusieurs groupes haineux anti-LGBTQ2IS+, et 45 groupes anti-choix ont reçu la subvention salariale d'urgence. En 2018, le premier ministre a déclaré que les organisations qui avaient pour objectif explicite de renverser le droit de choisir d'une femme ne seraient pas admissibles à aucun financement fédéral. Le gouvernement va-t-il révoquer le financement à ces groupes haineux qui font du tort aux Canadiens? L'honorable ministre. Thank you, Madam Speaker, for... Merci, Madame la Présidente, pour cette question importante. Au début de la pandémie, nous avons pris la décision de prolonger les mesures de soutien pour que les travailleurs demeurent sur la masse salariale. Nous n'avons pas fait de discrimination par rapport aux employeurs. Nous voulions nous assurer que les familles puissent continuer de se procurer des aliments. Pendant la pandémie, l'une des forces de notre gouvernement était sa volonté à modifier les programmes pour répondre aux besoins des Canadiens. Nous allons continuer de voir ces programmes évoluer et nous allons poursuivre les conversations avec la députée par rapport à ses préoccupations. L'honorable député des Territoires du Nord-Ouest. Madame la Présidente, le ministre du Patrimoine canadien s'est joint à moi pour rencontrer le Conseil tribal et bénéficiaires du programme des langues et des cultures autochtones afin de prendre connaissance des projets relatifs aux langues autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest. Grâce aux fonds reçus,
Le Conseil tribal de Gwich'in est en mesure d'offrir 2700 heures de programme de formation linguistique et 224 heures de cours de langue et de culture en Gwich'in, ainsi que de produire des manuels et des guides pédagogiques en Gwich'in et en anglais. Le ministre du Patrimoine canadien peut-il dire à cette Chambre ce qu'a fait le gouvernement pour réclamer, revitaliser, maintenir et renforcer les langues autochtones? L'honorable ministre. I would like to begin by J'aimerais d'abord remercier le député des Territoires du Nord-Ouest pour son travail de soutien des langues autochtones. Le budget de 2019 a prévu 337 millions de dollars sur 5 ans et 115,7 millions de dollars en permanence pour soutenir la préservation, la promotion et la revitalisation des langues autochtones. Lorsque nous avons formé le gouvernement en 2015, ce montant n'était que de 5 millions de dollars par année pour toutes les langues et les communautés au Canada. Grâce à cet investissement dans le cadre du budget de 2019, nous avons pu accorder du financement pour les activités linguistiques dans plus de 300 communautés. Nous continuons de travailler en partenariat avec nos intervenants. L'honorable député de Kelowna-Lake Country. Monsieur le Président, les libéraux doivent agir au sujet des derniers contrôles des exportations de vaccins COVID-19 de l'Union européenne. Le Canada est le deuxième plus grand bénéficiaire de vaccins produits par l'Union européenne et nous pourrions être une cible. Depuis janvier, date à laquelle ce problème est apparu, les libéraux n'ont pas obtenu d'exemption écrite pour le Canada, comme l'ont fait près de 100 autres pays. Lors de son appel plus tôt cette semaine avec la présidente de la Commission européenne, le premier ministre n'a pas obtenu l'assurance que le Canada est exempté de ces mesures. La ministre du Commerce peut-elle garantir que le Canada ne subira pas de réduction des expéditions de vaccins? Thank you very much. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais simplement souligner certains éléments. Les 90 pays qui demeurent sur la liste d'exemption de ces mesures de l'Union européenne sont tous des pays à faible revenu. Il n'y a aucun pays à haut revenu sur cette liste. De plus, comme la députée devrait le savoir maintenant, aucune de nos doses en provenance de l'Union européenne n'ont été bloquées en raison de ces nouvelles mesures de contrôle des exportations de l'Union européenne. Tous ceux qui connaissent la situation politique en Europe en ce moment comprennent bien que le Canada n'est pas la cible visée et Moderna et Pfizer non plus. Madame la Présidente, encore une fois, les libéraux se traînent les pieds. Le rapport du directeur du budget parlementaire est accablant. Les coûts et les délais de la stratégie de construction navale explosent. Et celui de la vérificatrice générale tire la sonnette d'alarme. Vivement un brise-glace polaire maintenant. Car c'est la ruée vers l'Arctique, vers ses ressources naturelles et la navigation. Alors, qu'attendent les libéraux pour enfin octroyer maintenant le contrat de construction du brise-glace polaire Diefenbaker au lieu de le reporter au calendrier grec? L'honorable ministre. Madame la Présidente, comme mon honorable collègue le sait très bien, parce qu'il a fait partie du gouvernement qui a limité la stratégie nationale de construction navale à seulement 2 chantiers, il le sait très, très bien que depuis notre élection, on s'affaire à mettre des navires à l'eau, à faire construire des navires, à afficher des coûts qui sont réalistes, contrairement au gouvernement précédent, et nous continuerons de faire ce travail-là, incluant dans le travail pour une brise-glace polaire qui continue et évidemment, nous aurons des nouvelles plus tard à ce sujet. L'honorable député de South Surrey-White Rock. Madame la Présidente, mercredi, les libéraux ont voté contre un plan de réouverture qui serait fondé sur les données. Pensez-y, le Royaume-Uni a un plan, les États-Unis ont un plan, mais les libéraux prétendent que ce n'est pas de leur ressort. Mais j'ai entendu ce même gouvernement libéral promouvoir des restrictions plus strictes. Les mesures de soutien sont limitées. Tous les propriétaires d'entreprises à qui j'ai parlé dans ma circonscription ne veulent pas de subventions et ils veulent un plan pour retourner au travail en toute sécurité. Qu'est-ce que le gouvernement libéral a contre ces petites entreprises ici et partout au pays? L'honorable ministre. Merci, Madame la Présidente. Comme la députée le sait, nous travaillons de près avec les provinces et les territoires et avec les municipalités pour faire en sorte que les Canadiens sont en santé et en sécurité. C'est notre priorité. Nous ne pouvons pas avoir une économie forte et dynamique si les gens sont trop malades pour aller au travail.
Nous allons continuer d'être là pour les petites entreprises, pour les Canadiens et les Canadiennes qui sont aux prises avec les effets de la COVID-19 et les effets économiques liés à la pandémie. Nous sommes tous dans la même équipe. L'honorable député d'Essex. Madame la Présidente, le secteur manufacturier au Canada, aux États-Unis, a mis en place les meilleurs protocoles COVID. Ils ne peuvent pas se permettre d'interrompre leur chaîne d'approvisionnement et le flux de marchandises. Ce gouvernement dit qu'il veut rebâtir en mieux, mais ses propriétaires d'entreprises, ce n'est pas assez. Ça suffit l'inaction. Quand ce gouvernement va-t-il donner des directives claires et concises à la SFC et la SPC avant que d'autres emplois et contrats ne soient perdus à cause de son inaction? Quand? L'honorable ministre. Je veux remercier mon collègue pour sa question qui est très importante. Puis oui, en effet, avec la fermeture de la frontière canado-américaine au voyage discrétionnaire, ça a amené son lot de défis, mais je peux vous assurer que l'Agence des services frontaliers a mis en place un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour offrir les meilleurs renseignements possibles aux agents de première ligne pour s'assurer que les bonnes décisions soient prises quant aux travailleurs essentiels qui transigent la frontière canado-américaine. Mais on ne s'est pas arrêté là, Madame la Présidente. On s'assure que les décisions soient uniformes d'un bout à l'autre du pays et c'est un travail qui se continue et qui se poursuit. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Rimouski, Néjet-Témiscouata-les-Basques. Madame la Présidente, la saison de pêche est compromise aux îles de la Madeleine alors que 40 % de la capacité du port de Cap-aux-Meules est coupée par le fédéral. C'est pas compliqué, Madame la Présidente. Pas de quai, pas de crabe. Alors, on a demandé à la ministre et députée de Gaspésie, les îles de la Madeleine, ce qu'elle allait faire pour régler le problème. Et imaginez ça, elle a blâmé Transport Canada. Là, on a un méchant problème. Il va falloir que les ministres libéraux arrêtent de jouer à la patate chaude et trouvent une solution. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour régler la crise portuaire aux îles? Bravo! L'honorable ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Le ministre comprend l'importance de la situation des habitants des îles de la Madeleine. Il a discuté cette question avec la députée de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, le maire des îles de la Madeleine et les différents partenaires sur le terrain. La décision d'améliorer le quai des Cap-aux-Meules est une question de sécurité où on cherche activement des solutions et nous sommes en étroite communication avec nos partenaires des îles et de l'industrie de la pêche pour les tenir au courant. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Rimouski, Néjet-Témiscouata-les-Basques. Madame la Présidente, c'est pas juste une question de sécurité, c'est une question de vitalité économique pour les îles de la Madeleine. C'est la responsabilité du fédéral de s'assurer que les ports et les quais sont en bon état. S'ils n'ont pas assumé leur responsabilité et que les infrastructures à Cap-aux-Meules se dégradent, bien, ça devient de leur responsabilité de trouver une solution. Ça prend du personnel sur place au port pour monitorer la situation. Ça prend des réparations immédiates et urgentes si vraiment on est rendu là. Et si le fédéral est incapable, il faut qu'il promette aux pêcheurs et aux entreprises qu'ils ne perdront pas un sou à cause de la négligence des ministres libéraux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je veux rassurer mon collègue que la saison de pêche aux îles n'est pas du tout compromise. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'honorable député d'Elgin, Middlesex, London. Merci, Madame la Présidente. Plusieurs comités ont vu leurs travaux bloqués par les tactiques d'obstruction des libéraux. Hier, le comité de la procédure et des affaires de la Chambre a été obstrué par les libéraux qui, depuis le 23 février, parlent de tout et de rien, depuis leur film préféré jusqu'au yogourt avarié dans le réfrigérateur de leur bureau. Les libéraux continuent de perdre du temps pour éviter au premier ministre d'avoir expliqué pourquoi il a fermé le Parlement en août dernier lorsque le scandale uni est devenu trop lourd pour lui. Pourquoi le gouvernement perd-il des semaines de temps en comité pour protéger le premier ministre? Merci. Madame Speaker, Madame la Présidente, je l'ai répété à maintes reprises, nous croyons aux travaux des comités qui sont extrêmement importants, mais ce sont les comités qui décident de leur propre destinée. Et la députée le sait très bien, nous allons continuer d'être là pour aider au travail des comités, puisque c'est un travail important. J'aimerais que les conservateurs cessent de jouer à ces jeux. L'honorable député de Yorkton-Melville. Madame la Présidente, cela fait 5 ans que notre gouvernement conservateur a mis en œuvre la Charte canadienne des droits des victimes. Depuis plus d'1 an, les victimes et leurs familles demandent au Parlement d'examiner les forces et les lacunes de cette charte. Enfin, un examen parlementaire quinquennal était prévu dans la loi. 6 années se sont écoulées sans que le gouvernement libéral n'agisse. Qu'il s'agisse d'étendre la mort assistée ou de cibler les propriétaires d'armes à feu,
Il est clair que le ministre de la Justice a plusieurs priorités, mais pourquoi les victimes n'en font-elles pas partie? L'honorable ministre. Madam Speaker, I'd like to thank the federal... Madame la Présidente, j'aimerais remercier l'Ombudsman pour les victimes. Maintenant, quant à la question de la députée d'en face, je suis en désaccord avec son hypothèse. Nous avons écouté les demandes d'agir davantage pour la Charte des droits des victimes. Nous sommes à l'écoute et nous nous assurons que l'examen parlementaire aura lieu. Nous allons nous assurer que les victimes soient traitées avec compassion et respect. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Saint-Albert-Edmonton. Madame la Présidente, il y a 4 mois, la Cour d'appel du Québec a réduit ou a déterminé que les peines consécutives étaient inconstitutionnelles, réduisant ainsi la peine du meurtrier de masse qui a tué 6 personnes et a blessé 6 autres à la mosquée de Québec de 40 à 25 ans. Après 4 mois, pourquoi ce gouvernement n'a-t-il pas encore jugé bon de se joindre au procureur général du Québec pour défendre cette loi afin qu'un peu de justice soit rendue aux victimes? L'honorable ministre. Madam Speaker, this case is... Madame la Présidente, ce cas est évidemment troublant pour tous les députés de cette Chambre et tous les Canadiens. Les conclusions et la décision par rapport aux peines consécutives sont présentement à l'étude au ministère de la Justice et nous allons rendre notre décision connue lorsque le temps sera important. Nos pensées vont aux victimes de ce crime haineux. L'honorable député de Scarborough-Nord. Madame la Présidente, des membres de la communauté tamoule de Scarborough-Nord ont raconté que des êtres chers ont été tués, blessés, portés disparus ou déplacés pendant le conflit armé qui a sévi pendant 26 ans au Sri Lanka. Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies joue un rôle clé dans la prévention de futures violations graves ainsi que dans l'examen de celles du passé. Le ministre des Affaires étrangères peut-il faire le point sur les dernières mesures prises par le Canada pour lutter contre les violations des droits de la personne et la reddition de comptes au Sri Lanka? L'honorable ministre. Madame la Présidente, je remercie le député de Scarborough-Nord pour son importante question sur ce sujet. Le Canada, en tant que membre du groupe principal sur cette résolution, a travaillé avec les membres du Conseil pour l'adoption de la résolution 46.1 à Genève cette semaine. Cette résolution donne au Haut-Commissaire aux droits de l'homme le mandat de recueillir, consolider, analyser et préserver les informations et les preuves. Il s'agit d'un pas important vers la reddition de comptes au Sri Lanka. Le Canada a défendu et défendra toujours les droits de la personne au Sri Lanka et dans le monde entier. L'honorable député de Calgary-Forest Lawn. Il y a plus d'1 an, les conservateurs, les Verts et les néo-démocrates ont envoyé une lettre conjointe au ministre de l'Immigration demandant la mise en place d'un programme spécial pour faire venir au Canada le plus rapidement possible des réfugiés afghans, sikhs et hindous persécutés. Des femmes et des enfants ont peur de sortir de chez eux, des lieux de culte ont fait l'objet d'attaques terroristes et des hommes, des femmes et des enfants innocents ont perdu la vie. Et ce, pour avoir pratiqué leur propre foi. Pourquoi le ministre demeure-t-il muet et laisse-t-il ces réfugiés hindous et sikhs souffrir aux mains d'ISIS? L'honorable ministre. Madame la Présidente, le Canada a l'un des systèmes d'asile les plus forts au monde. Nous allons toujours défendre les droits de la personne. J'ai travaillé avec mon honorable collègue d'en face ainsi qu'avec toute la communauté. Nous allons continuer de faire en sorte que le Canada est un pays dans lequel ceux qui cherchent à fuir la persécution et la violation des droits de la personne puissent trouver refuge. L'honorable député de Nova West. Madame la Présidente, le 23 février, j'ai écrit à la fois à la ministre des Pêches et des Océans et de l'ARC au sujet du règlement sur les pêches qui entre en vigueur le 1er avril. Il y a des règles contradictoires entre le ministère et l'ARC. De nombreuses entreprises de pêche ont recours au fractionnement du revenu pour aider à répartir le fardeau fiscal, ce qui est autorisé par l'ARC, mais interdite par la nouvelle politique du MPO. C'est un autre exemple qui démontre que ce gouvernement ne prend pas la question des pêches au sérieux. La ministre va-t-elle régler les problèmes avant la date du 1er avril? L'honorable ministre. Monsieur le Président, Madame la Présidente, je tiens à remercier le député pour sa question.
Nous respectons les traditions des familles de pêche. Ces nouvelles réglementations qui entreront en vigueur le 1er avril veulent simplement dire que les capitaines devront entrer dans leur registre tous ceux qui sont actifs dans leurs activités de pêche. Et si le député a besoin de davantage de précision, il me fera plaisir de faire un suivi avec lui. L'honorable député de Okanagan-Nord, Shuswap. Madame la Présidente, la réinterprétation soudaine des règlements du MPO a complètement pris de court les pêcheurs de crevettes de la Colombie-Britannique. La réinterprétation va forcer les pêcheurs de crevettes d'acheter à dégrader leur prix et à accepter moins d'argent pour leur travail. Et quelle est la réponse de la ministre? Eh bien, elle a reporté d'1 an cette mesure néfaste, créant ainsi une incertitude supplémentaire. Que ce soit cette année ou l'année prochaine, ce changement de politique est néfaste. Quand la ministre cessera-t-elle de frapper nos pêcheurs et annulera-t-elle ce changement de politique injustifié du ministère? L'honorable ministre. Madame la Présidente, notre gouvernement veut une approche saine de la gestion des pêches axée sur la conservation des stocks. Cette semaine, la mise en œuvre des règlements sera une approche de communication. En même temps, la région Pacifique du ministère communiquera avec le secteur pour envisager des solutions possibles pour la prochaine saison de pêche. Nous allons continuer de travailler avec les intervenants, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Dans toute l'histoire de l'humanité, la technologie n'a jamais évolué plus vite qu'aujourd'hui. Il est maintenant plus important que jamais que nous nous tenions au courant des plus récents développements à ce qui a trait aux cybermenaces. Même les industries qui ne sont pas normalement axées sur la technologie, comme l'agriculture, deviennent de plus en plus vulnérables aux acteurs mal intentionnés sur l'Internet. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique et la Protection civile peut informer cette Chambre sur les dernières mesures qu'il a mis en place pour renforcer les protections et les entreprises canadiennes? L'honorable ministre. Oui, merci Madame la Présidente et merci à ma collègue pour sa question importante. Notre gouvernement est bien au courant que la menace de cyberattaque est une préoccupation constante pour les entreprises de tous les secteurs. Et c'est pourquoi le ministre a annoncé hier que la Community Safety Knowledge Alliance va recevoir un financement de plus de 500 000 $ pour un projet qui vise à renforcer la cybersécurité dans le secteur agricole spécifiquement. Grâce à ce financement, le CSKA va pouvoir contribuer de manière significative à notre compréhension des cybermenaces et nous aider à améliorer notre capacité à nous défendre contre celles-ci, en particulier dans le secteur agricole. Notre gouvernement va continuer à faire les investissements qui sont essentiels pour protéger nos infrastructures en matière de cybersécurité au Canada. Merci. L'honorable député de Cowichan-Malahat-Langford. Madame la Présidente, l'année dernière, au large des îles du Golfe du Sud, un grand vraquier a traîné son ancre et a dérivé sur plus de 1200 mètres pour heurter un autre navire. Heureusement, aucun dommage majeur n'a été causé cette fois-ci. Les informations fournies par Transport Canada révèlent que 102 navires ont jeté l'ancre dans cette zone en 5 ans, ce qui soulève de graves préoccupations en matière de sécurité et d'environnement. Les résidents et les Premières Nations locales demandent que l'on mette fin aux ancrages dans ces eaux. Le ministre s'engagera-t-il à travailler avec nous pour mettre fin aux ancrages dans le sud de la Colombie-Britannique avant qu'une catastrophe environnementale ne se produise? L'honorable ministre. L'honorable ministre. The honourable member for Don Valley East. L'honorable député de Don Valley Est. Madame la Présidente, il y a quelques semaines, j'ai rencontré une organisation qui soutient la transition des anciens combattants à la vie civile. Comme le ministre le sait, les anciens combattants, aussi jeunes que 34 ans, trouvent la vie et la transition à la vie civile difficile. Cette organisation soutient la transition des anciens combattants dans le monde de la construction. Le ministre des Anciens combattants peut-il informer la Chambre de la demande de cette organisation? Merci, Madame la Présidente. L'honorable ministre. Thank you, Madame. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à remercier ma collègue de Don Valley East pour cette question très importante. Helmets to Hard Hats est l'une des excellentes organisations partout au Canada qui aident les anciens combattants et leurs familles. Notre gouvernement a mis en place
le Fonds de bien-être des anciens combattants et de leurs familles pour soutenir cette organisation et toutes les autres organisations qui font du travail sur le terrain pour aider les anciens combattants. En 2019, nous avons aidé Helmets to Hard Hats grâce à ce fonds pour aider les anciens combattants qui cherchent à se trouver un emploi dans le secteur de la construction. Nous sommes en cours d'examen de la demande de cette organisation et nous pourrons dévoiler davantage d'informations sous peu. Merci, Madame la Présidente.